plus important, c'est peut-être de prendre des zones importantes. Parce que quand il n'y a pas de zones qui tombent, des zones importantes, peut-être les négociateurs ne prennent pas la question au sérieux. Surtout les violations de Parce qu'on on se pose la question de savoir, mais à quoi sert l'accord des principes qui a été signé? À quoi ça sert? Depuis que l'accord a été signé, des négociations, à quoi ça sert? Parce que les combats se poursuivent de part et d'autre. Il y a des dégâts collatéraux, il y a des victimes parmi les civils. Il y a des populations qui se déplacent, par exemple, je parle de la population de Mahanga, de Bouimba, de Kasso, pour ces villages, depuis le mois d'avril. Ce sont des populations qui sont dans la brousse. Mesdames, Messieurs, bonjour, bon début de semaine, bienvenue à cette émission. Nous allons parler de la situation à l'est de la République démocratique du Congo, des affrontements dans les sites Kivu et du côté Masisi, où l'on parle de tentatives du M23 d'entrer à Walikale. Également, Mwenga, aujourd'hui, commence à perdre l'élan et l'équilibre. Les Wazalendo, dans cette partie, nous allons faire un point de la situation, surtout en revenant sur les décommuniqués du M23 et des forces armées de la République démocratique du Congo. Messieurs, dames, la réalité également de certaines zones aussi pacifiées va nous intéresser. Je parle de Louchébert et Katale, dans cette partie du territoire de Masisi. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue à ces moments d'entretien et d'échange où nous serons avec Jospin Hangui sur ce plateau. Bonjour Jospin et bienvenue. Bonjour Blaise, merci beaucoup et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout à travers le monde. Le week-end, on a parlé des affrontements dans certaines zones. Si Nzibiro, qui est passé d'ailleurs sous contrôle du M23, il y a aussi d'autres zones pacifiées. Bien sûr, Nzibira, c'est dans le territoire de Walungu, en cheval entre Walungu et Chabunda, deux territoires très stratégiques au sud Kivu parce que ils ouvrent quand même une voie sur d'autres provinces. Par exemple, le Chabunda qui ouvre une voie sur la province du Maniema, et c'est très stratégique pour les forces armées de la RDC. Les environs des Nzibira servaient déjà au FRDC d'une zone de ravitaillement pour mener les combats, parce que vous allez vous souvenir que ce n'est pas pour la première fois qu'on parle d'Nzibira. Nzibira encore avait fait objet des combats entre le Wazalendo et le M23, mais apparemment le M23 a été repoussé. Il y avait même des vidéos de Willy Ngoma qui était sur place, il avait filmé un hôpital et tout pour rassurer. Et un autre village d'à côté, mais les affrontements avaient repris. Aujourd'hui, ce village encore est tombé entre les mains de la F-123. C'est-à-dire que les combats vont se poursuivre parce que les Wazalendo de l'FARDC ne vont pas croiser les bras après avoir perdu ces villages stratégiques. Et malheureusement, les combats vont se poursuivre en dépit des différents appels au cessez-le-feu permanent tel que convenu dans l'accord des principes signé le 19 juillet à Doha. Depuis ces temps-là, les combats sporadiques se poursuivent dans plusieurs zones de Masisi, de Walikale et au sud Kivu dans le Walungu. Vous savez que le week-end, j'ai été dans une zone, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a encore des stigmates de la guerre, mais l'on sait voir les sourires qui reviennent petit à petit sur les lèvres des habitants. Vous avez été un jour à Louchébert et c'est magnifique. Bien sûr, Louchébert, c'est vraiment l'une des merveilles de la RDC, avec des pâturages comme vous l'avez vu. Heureusement, vous l'avez aussi visité, Blaise. Mais des collines terribles où l'on peut se poser la question comment l'M23 a franchi cette étape, des collines terribles. D'ailleurs, ceux qui ont suivi Kivu Reality l'ont vu. Mais il y a quand même des affrontements assez terribles et qui ont donné accès au M23 à Masisi Centre. Vous allez vous rappeler, Blaise, qu'avant que Goma ne tombe, il y avait une position très avancée des Wazalendo à Katale. Il y avait un grand seigneur de guerre de l'APCLS, je pense, il s'appelait Kambuzi, qui était à un moment donné proche de Goma, ici à Mbambiro et à Sake. Et qu'on a reçu même sur voilà, et quand la F-123 avançait sur l'axe Karinga-Kilolirwe, il s'était replié, ces chefs Wazalendo, à Katale. Et là, il avait en tout cas une grande base
militaire. Et là-bas, il y avait des affrontements rudes pour que l'F-123 prenne Katale, Louchébert et descende sur Massissi. Ça avait fait beaucoup de temps. Et ça avait pris beaucoup de temps et ça avait fait des affrontements rudes. Donc, cette zone aujourd'hui que vous avez visitée, qui est devenue stable, où les populations qui s'étaient déplacées sont des retours, en tout cas, étaient, il y a quelques mois, un champ de bataille très hostile. Dans cette zone, il n'y a pas d'école. Quand je parle, ce sont des écoles publiques, il n'y a pas des écoles de l'État dans la zone. Et selon un parent, on peut retrouver 120 élèves par classe. Par exemple, pour les classes de première année. Mais quand même, il y a des écoles privées. Il y a des écoles privées, mais des écoles conventionnées. Ça veut dire les catholiques ont une école, les protestants, les adventistes ont des écoles là-bas. Mais au moins, les écoles conventionnées sont prises en charge par l'État. Oui. Alors, une chose que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est la disponibilité des denrées alimentaires dans des zones comme ça, mais qui ont du mal à être écoulées. Crise financière. La RDC, on va parler vite. Surtout dans des zones sous contrôle de l'F-123, il y a cette crise financière. La monnaie ne circule pas, même à Goma. Et puis, il ne reste que des vieux billets, des vieux billets, surtout des francs congolais, même à Goma. Ce sont des conséquences directes de la fermeture des banques. Mais aussi, Blaise, ces populations qui étaient cantonnées à Goma sont rentrées chez elles. Et elles doivent aussi manger de leurs récoltes. Mais les mouvements, les trafics qu'il y avait avant entre Goma et Massissi n'est plus le même. Et vous voyez qu'à Goma, il y a vraiment un débordement des produits alimentaires venant de l'axe Kichanga, de l'axe Sud Kivu, Kalehe, Minova, Massissi. C'est-à-dire que Goma ne manque pas vraiment de nourriture bio encore, mais c'est la monnaie qui ne circule pas. Comme à Louchébert d'où vous venez, il y a beaucoup de vaches qui produisent du lait naturel. Des fromages sont produits là-bas, mais le grand marché des fromages, comme vous le savez, c'était Kinshasa. C'est via l'aéroport de Goma que les fromages, peut-être même 80% des fromages produits au Nord Kivu n'étaient pas consommés localement. S'il y avait une faible consommation, parce que l'offre était très supérieure à la demande au niveau local et les fromages étaient acheminés vers Kinshasa. Et presque dans toutes les grandes alimentations de supermarchés de Kinshasa, on trouvait du fromage de Goma. Et ça se vendait à combien, Blaise? Jusqu'à $12, $15. Oh là là. Un fromage. Et puis, vous êtes à l'aise de l'acheter à $15 à Kinshasa parce que c'est le meilleur fromage du monde qui venait de la ferme Espoir, par exemple, de l'ancien président Joseph Kabila. Vous êtes aussi passé par là récemment quand vous étiez à Kichanga. Vous voyez, toute cette production aujourd'hui, ça va où? C'est consommé localement. Et aujourd'hui, à Goma, je vais vous surprendre, un fromage coûte 10 000 francs. C'est moins de $5. 10 000 francs, la moitié, c'est à 5 000 francs. Avant, ça se vendait à $5, $6 à Goma. Parce que le reste partait à Kinshasa, même la viande de bœuf, de chèvre et tout. La grande partie, ici dans les bouches, à l'abattoir, de Kituku et de Kaembe étaient acheminés à Kinshasa. Même à Lubumbashi, il n'y a plus d'efforts. Donc, il y a vraiment cette gabégie des produits à Goma. Et si à Goma, on a cette superflu, mais vous imaginez maintenant ce que ça va donner à Louchébéré, à Katale, dans toutes ces zones qui produisent. Donc, il faut dire que si, en tout cas, la paix revenait, si la paix revenait réellement, s'il n'y avait plus encore ces attaques, ça et là, parfois, de part et d'autre, la population du Nord Kivu aujourd'hui serait en train de vivre, en tout cas, le paradis sur le plan alimentaire. Mais malheureusement, il y a encore toujours ces attaques, des contre-attaques. Mais quand même, comme vous l'aviez dit, dans des zones stabilisées par la F-123, comme Goma, comme Bukavu, comme Sake, Mushaki, Rubaya aussi, Kichanga, Kichanga, tout se passe très bien actuellement parce qu'au moins dans ces grands centres, il n'y a plus d'affrontements depuis le mois de... Comme à Goma, depuis les derniers affrontements du mois d'avril, quand il y avait eu des débordements dans le Nyiragongo, et cette nuit-là, ça devait être le 11, je pense, avril, il y avait d'affrontements. Mais depuis ces temps-là, il n'y a plus d'affrontements autour de la ville. Et se calme. Et comme vous voyez, même les activités économiques se passent très bien, mais il y a ces déficits des monnaies. Très bien. Alors, l'on parle des belligérants.
sur les lignes de front, les 1-23 et les FARDC, qui n'arrivent pas à s'entendre, ils s'auto-acquisent. Le cessez-le-feu, bien qu'il est signé à Doha, c'est une violation. Les deux parties le disent clairement. Maintenant que les 1-23 a dit, nous restons sur nos gardes et nous allons riposter si on est menacé. Récemment, c'est le général Guido Chimirayi du mouvement rebelle NDC Rénové qui a alerté sur des probables avancées de l'F-123 vers Walikale ou un plan du M23 visant à reprendre Walikale Centre, parce que nous devons le dire à nos téléspectateurs, Walikale Centre était contrôlé par l'F-123 et c'est grâce au pourparlers de Doha que l'F-123 s'est retiré, s'est rétracté de Walikale, s'est repositionné de Walikale pour montrer une volonté de discuter, pour mettre des bases de discussion, pour faire, c'était en termes de concessions. Mais depuis ce temps-là, rien n'avait été respecté en termes de mesures de confiance, et voilà que Walikale est toujours contrôlé par les FARDC. Maintenant, selon ces grands chefs de Wazalendo, l'F-123 tenterait aujourd'hui, la question de la légitime défense pour... mais aussi, je vais en venir, Blaise, mais aussi les mêmes... d'autres Wazalendo dans le sud Kivu avaient alerté sur les tentatives de l'F-123 de prendre Mwenga Chabunda pour avancer vers le Maniema et le Tanganyika. Justin Bitakur a aussi dit que si Uvira tombait, la voie du Tanganyika sera déjà ouverte, même au cours de 2-3 jours, cette autre ville peut tomber. Et aujourd'hui, sur le terrain, nous voyons que ça se concrétise quand même, d'une part. Parce que l'F-123 en Zibira, ça montre qu'il y a une volonté d'avancer, prendre Mwenga Centre et Chabunda. Si vous voyez les affrontements qu'il y a sur l'axe un petit Pinga, ça montre que quand même l'F-123 avait avancé. L'F-123 ne veut pas reculer. Si vous voyez les affrontements sur l'axe Kassopo, c'est-à-dire que l'F-123 veut prendre le contrôle de ces groupements, ou aller à Yungu, avancer vers Mimikweti. Parce que, ce que vous ne savez pas, peut-être Blaise, il y a un village, ça doit être, le nom va venir, où il y a des cargos des FARDC qui rapportent des médicaments, des nourritures au Wazalendo. Si la F-123 avançait, couper cet approvisionnement, ça va être dur pour le Wazalendo. Le nom va venir après Mikweti, c'est un village après Mikweti, où il y a des vols. Il y a des hélicoptères des FARDC qui ramènent, où il y a des Wazalendo qui quittent cette zone pour Kisangani. Donc il y a cette liaison. Donc cette avancée-là, c'est-à-dire que c'est un signal pour la F-123 qui ne recule pas. Est-ce que ces bombardements, Sukhoi qui a fait des bombardements terribles les week-ends, surtout les samedis du côté Massissi, est-ce que ces bombardements ne vont pas pousser vraiment à l'explosion de ces conflits à l'Est entre je vois déjà l'explosion du conflit à travers les deux communiqués, Blaise, parce que l'F-123 se réservait le droit d'intervenir à Uvira. L'M23 a dit, sur l'axe Uvira, nous entrons à la phase de la légitime défense. Voilà, ça c'est déjà une menace de combat. On peut dire que quelque chose, c'est une déclaration de guerre. Mais de leur côté, sur les forces armées de la RDC, on dit quoi? Nous prenons en témoin la communauté internationale, mais aussi... Et on va se défendre. Nous prenons aussi en témoin les négociateurs de Doha et de Washington, parce que nous allons nous réserver les droits. Désormais, d'ailleurs, les FARDC ont dit que désormais, nous allons riposter à toute attaque de l'F-123. C'est-à-dire que de deux côtés, il y a une déclaration de guerre, et peut-être les affrontements vont reprendre à grande échelle. Est-ce que l'aspect militaire aujourd'hui va nous aider à résoudre la crise? Ça va être compliqué. Je commence par la question, j'ai réussi sur la question que vous avez posée. Est-ce que les bombardements par Soko, IS-5, dans les trois villages dont MB le week-end dernier ne vont pas... Plusieurs observateurs sont posés la question de savoir, après ces bombardements, les FARDC ont récupéré combien de villages? Parce qu'il ne suffit pas dans ces bombardements. D'autres bombardements peuvent cibler même les populations civiles, les innocents. Il y a des bombardements... Nous avons vécu cela à Kitembo, par exemple. Il y a des bombardements qui avaient ciblé des maisons civiles. Il y a eu beaucoup de victimes. Un camp de déplacés, selon les témoignages que nous avons eu. Nous étions sur place et heureusement que nous faisons parler les images. Donc, il ne suffit pas de bombarder, il suffit peut-être le plus important, c'est de donner un bilan après ces bombardements. Mais est-ce que les FARDC vont s'assumer?
Est-ce qu'elles vont accepter qu'elles ont bombardé pour donner un bilan? Ça aussi, c'est un autre problème dans la communication. De part et d'autre, parfois on ne déclare pas la prise ou les différentes prises des villages, comme jusqu'à présent, les M23 n'ont pas encore réclamé ou revendiqué la prise d'Nzibira. C'est parce que nous sommes des journalistes, nous menons des investigations auprès des sources localement, de la société civile notamment, que nous pouvons nous donner ce privilège de vous informer des contrôles de certains villages, mais quand même, de part et d'autre, on ne communique pas. Donc le plus important, Blaise, peut-être dans cette nouvelle dynamique de deux parties, qui est celle de continuer, d'étendre les zones de contrôle. Le plus important, c'est de prendre des zones importantes. Parce que quand il n'y a pas de zones qui tombent, des zones importantes, peut-être les négociateurs ne prennent pas la question au sérieux. Surtout les violations de ces on se pose la question de savoir, mais à quoi sert l'accord des principes qui a été signé? À quoi ça sert depuis que l'accord a été signé? À quoi ça sert la poursuite des Doha, des négociations? À quoi ça sert? Parce que les combats se poursuivent de part et d'autre. Il y a des dégâts collatéraux, il y a des victimes parmi les civils. Il y a des populations qui se déplacent. Par exemple, je parle de la population de Mahanga, de Bouimba, de Kasso, pour ces villages depuis le mois d'avril. Ce sont des populations qui sont dans la brousse, sans médicaments, sans sel. Il y a des villages comme Bouchi à Louké là-bas qui sont, tout le monde s'est déjà vidé. Désertés, et puis il n'y a aucune assistance, il n'y a aucune voie d'approvisionnement. Et tout le monde on pense que c'est normal, on est dans les communiqués et tout, mais ça ne va pas. Il faudrait que le cessez-le-feu soit respecté, parce que moi, je me tiens toujours à ces deux mesures de confiance qui avaient été réclamées par l'F-123 auprès des FARDC ou auprès du gouvernement congolais. Cessez-le-feu permanent et libération des prisonniers. On ne sait pas jusque-là pourquoi ça n'avance pas. Est-ce que les prisonniers seront libérés? Le cessez-le-feu sera respecté? Non, le cessez-le-feu là... Le gouvernement aussi, qu'est-ce qu'il avait revendiqué auprès de l'F-123, à l'époque, je me rappelle, on parlait de la restauration de l'autorité de l'État dans les zones sous contrôle de l'F-123. Cela impliquerait l'installation de la police nord-congolaise, je ne sais pas, et des services de l'État, chose que l'F-123 avait aussi rejeté, disant que c'est par contre les FARDC qui vont intégrer l'F-123. Donc, de part et d'autre, il n'y a pas de concessions qui vont permettre la désescalade de ces conflits actuellement. Et peut-être ce qu'il faut recommander... Pour finir, peut-être ce qu'il faut recommander aux deux parties, c'est de se dépasser peut-être. Et puis la franchise. Hein. Et d'être aussi franc, bien sûr, parce que parfois, Kinshasa a toujours été accusé de volte-face. Parfois, ça accepte, parfois, ça refuse, ou ça dit autre chose dans les médias. Et ça n'aide pas à avancer. C'est comme encore cette occasion, la 80e Assemblée générale de l'ONU. Il y a d'autres discours qui vont se dire à Washington, qui vont peut-être raviver encore le conflit. Surtout les doses communication. C'est dans la communication que tout bâcle. On peut se mettre d'accord sur un principe, les négociateurs, mais quand Kinshasa va communiquer, la F-123 va encore répliquer. Quand la F-123 communique, et les conflits communicationnels a des incidents sur les conflits armés sur le terrain. Très bien. Messieurs, dames, fin de cette mise au point de la situation, surtout les week-ends, l'évolution de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi et continuez surtout à aimer la République démocratique du Congo. Portez-vous bien.